Les tensions continuent de s'intensifier au Moyen-Orient. 13e jour de la guerre, la situation reste extrêmement volatile. Les affrontements se multiplient et la crise s'étend à plusieurs fronts dans la région. Téhéran prévient qu'il n'abandonnerait pas toute retenue si ces îles sont attaquées. Il y a moins d'une heure, le guide suprême Mojtaba Khamenei s'est exprimé, réitérant les positions iraniennes, affirmant notamment que le bon voisinage est une priorité pour Téhéran. Cela dit, Mojtaba Khamenei affirme en outre que les ripostes continueront sur les bases américaines aussi longtemps que l'Iran est agressé. Dans le même temps, l'Arabie saoudite annonce avoir intercepté et détruit une vingtaine de drones au-dessus de son territoire. Sur le plan diplomatique, l'Union européenne adopte une nouvelle sanction contre l'Iran alors que la Russie appelle Washington à mettre fin à la guerre. Cette escalade suscite également de vives inquiétudes sur les marchés énergétiques mondiaux. L'Agence internationale de l'énergie évoque une période extrêmement critique. Parallèlement, la situation humanitaire au Liban se dégrade. Le bilan des frappes sionistes dépasse les 600 morts, tandis que l'ONU lance un appel urgent pour renforcer l'aide humanitaire. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RAL24 News pour ce fil rouge consacré à la situation au Moyen-Orient. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur mon plateau Abdelrahman Hadef, expert en économie et en géoéconomie. Bonsoir, monsieur Hadef, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai également le plaisir d'être accompagné depuis Naples de Giuseppe Aconcia, journaliste spécialiste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Bonsoir, Giuseppe. Bonsoir à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Giuseppe. Alors, comme d'accoutumé depuis le début de cette guerre au Moyen-Orient et de cette agression contre l'Iran, on fait un tour de table. Je commence avec vous, monsieur Hadef. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces dernières tristes 24 heures au Moyen-Orient ? Eh ben, on constate que les choses vont de pire en pire. C'est que les belligérants dans cette agression contre l'Iran continuent dans leur entreprise vraiment en bombardant un pays souverain et aussi en mettant vraiment toute une région dans une situation très très délicate. Donc les répercussions sont toujours graves sur la région, mais sur tout le monde, surtout en termes économiques. Aujourd'hui aussi, on constate que il y a des voix qui commencent à s'élever pour un peu appeler toutes les parties à la retenue, mais aussi à revenir bien évidemment au processus des négociations. Et à mon avis, aujourd'hui, le monde ne peut pas supporter encore plus les conséquences d'une guerre aussi dévastatrice en termes humains, en termes économiques aussi, parce que là, l'économie mondiale aussi est vraiment menacée par une récession, menacée par aussi des impacts structurels et systémiques. Et là, il faut vraiment qu'on revienne vraiment à la table des négociations. Effectivement, la communauté internationale s'inquiète des violations contre le droit international qui, selon elle, ont dépassé toute mesure. Je viens vers vous, Giuseppe Aconcia. Giuseppe Aconcia, la même question. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces dernières tristes 24 heures au Moyen-Orient ? Là, on est dans le jour 13 de la guerre, une guerre illégale contre la loi internationale. Et finalement, on a eu la possibilité d'écouter pour la première fois les mots de Mojtaba Khamenei, le guide suprême, qui a parlé à travers un texte qui a été lu dans la télévision publique iranienne d'unité. Ça, c'est très important pour les Iraniens d'être pas divisés entre l'élite militaire, politique, religieuse et de vengeance des martyrs. Et donc, il a parlé de son père qui a été tué février 28 dans les attaques de l'entité sioniste et des États-Unis. Mais
en même temps de la fermeture de l'Estrait d'Ormuz et de la fermeture des bases américaines dans la région. Donc, il a confirmé qu'il y aura encore des attaques aux bases américaines dans la région parce qu'elles ne doivent pas coopérer avec les États-Unis. Donc, en fait, ça veut dire que la guerre va continuer et on va voir quelles seront les conséquences. Très bien, Giuseppe, puisque vous avez commencé de parler de ce discours, le premier discours médiatique de Mujtaba Khamenei, comment est-ce qu'on peut interpréter ce premier discours? Est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité, dans le renforcement de l'État iranien, ou est-ce qu'on remarque une nouvelle donnée du discours de Téhéran? Oui, en fait, ça va se marquer comme un discours en continuité avec son père Ali Khamenei. Ça veut dire qu'il est un leader qui veut gérer le pays, même si on n'a pas vraiment la connaissance de ses conditions de santé. Il y a des sources qui disent qu'il a été blessé dans les attaques de février 28, donc il faut voir s'il a l'intégrité physique pour gérer les affaires intérieures iraniennes dans les prochains mois. Surtout, il faut savoir qu'il a des relations très fortes avec les militaires. Donc, les militaires ont réagi à ce discours en disant qu'ils vont accepter toutes les données qui ont été adressées dans les discours, par exemple, notamment la fermeture de l'Estrait d'Ormuz. Et en fait, ça c'est très important parce que ça veut dire que les liens entre la Guide suprême et les militaires sont très forts. Même, il a des liens très forts avec les technocrates, donc le côté politique de Hassan Rouhani, du passé président. Donc, ça veut dire qu'il y a une figure qui peut gérer les affaires intérieures, même s'il y a eu pas mal de polémiques en Iran par rapport à la formation religieuse de la Guide suprême en relation avec les autres écoles religieuses de Qom, de Mashhad, les villes du chiisme, de la religion chiite en Iran. Donc, il faut voir, même si Mojtaba Khamenei va se affirmer comme le leader à l'intérieur du système chiite, ça va être un parcours lent qui va durer des années. Mais il faut toujours savoir, de l'autre côté, que l'antiterroriste et les États-Unis ont réagi très négativement à la nouvelle que Mojtaba Khamenei a été nommé comme guide suprême. Donc, il faut voir s'il n'est pas dans la cible des attaques de Tel Aviv et Washington. Très bien, Giuseppe. Je crois que nous savons déjà que le guide suprême est déjà dans le viseur de l'entité suisse, puisqu'il a déjà été visé par une attaque. Monsieur Bouhadef, le résumé que vient de nous faire Giuseppe Akontia, par ailleurs, le guide suprême de la révolution iranienne a affirmé que le bon voisinage était une base de la diplomatie ou des politiques extérieures iraniennes. Cela dit, il réitère le fait que l'Iran ne fait que répondre à des attaques et continuera de répondre continuera à attaquer les bases américaines et les intérêts américains. Quel commentaire faites-vous justement? Écoutez, je pense que de ce discours, ce qu'on peut retenir déjà, le message adressé déjà à l'intérieur. Parce qu'il a vraiment parlé de l'unité, de l'importance de l'unité. Il a fait passer beaucoup de messages aussi aux différentes fractions composantes du système iranien. Et on a vu rapidement la réaction des gardiens de la révolution et autres composantes. Aussi, il y a un message adressé au voisinage, donc à la région, donc au pays du voisinage direct, donc du Moyen-Orient, en retirant l'engagement de l'Iran à respecter le voisinage et surtout à essayer de trouver et minimiser même les frappes pour ne pas trop endommager les relations avec les pays voisins du Golfe. Mais aussi, il y a un message adressé aux Américains et à l'entité sioniste, disant que l'Iran est déterminé à poursuivre son action de défense de ses intérêts. Elle se défend avec tous les moyens. Il a fait part aussi de la possibilité de recourir à de nouvelles
solution en termes d'affrontement, et aussi il a confirmé l'asymétrie de cette guerre. Donc il va essayer de s'appuyer sur les points forts de l'Iran en essayant de toucher aussi les points faibles. En dernier lieu aussi, dans ce discours, on retient aussi l'importance qu'accorde l'Iran à la géopolitique, et surtout la géopolitique comme arme. Et là, quand il parle du détroit d'Ormuz. Voilà, quand il parle du détroit d'Ormuz, et quand il parle aussi de l'approvisionnement de l'énergie sur les marchés mondiaux. Donc, on constate que c'est un discours quand même qui est assez déterminé, qui est assez confiant dans son message, que ce soit à l'intérieur et à l'international. Et là, je pense que c'est un exercice très réussi en premier lieu pour le nouveau guide suprême, parce que ça a été très attendu à ce qu'il prononce un discours assez percutant. Et là, je constate que c'est un discours quand même qui est assez percutant. Très bien. Est-ce que, Monsieur Haddef, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est plus un discours politique finalement qu'un discours de guerre? Il a tenu quand même à s'exprimer là-dessus, disant... je cite, « Il faut réserver l'efficacité et la présence du peuple dans tous les domaines. Nous ne reculerons pas dans la vengeance du sang de nos martyrs. La situation de guerre continue. Des fronts seront activés et lesquels l'ennemi n'a pas d'expérience. » Il dit aussi, « Nous n'hésiterons pas à venger les crimes commis par l'ennemi, notamment les crimes de l'école de Minab. » Écoutez, je pense que le message est politiquement très fort. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que j'ai dit en premier lieu, le message était adressé à l'intérieur et à toutes les composantes de D'ailleurs, l'Iran. je me permets de vous couper. D'ailleurs, il dit « Nous soignerons et indemniserons les personnes touchées par les attaques contre notre pays. » Voilà, donc ça, il accorde beaucoup d'importance au front interne, et surtout à la population iranienne. Et ça va donner vraiment un impact très très positif. En plus, en termes de politique, mais plutôt de géopolitique, lui, il est en train de s'exprimer sur l'ensemble des enjeux, mais aussi l'ensemble des moyens qu'il a à disposition. Et là, il parle d'utiliser les nouveaux moyens non conventionnels. Il en a fait part, mais il n'en a pas cité quel type de moyens. Il parle aussi sur un ton aussi de vengeance, un autre ton. Là, il parle de vengeance parce qu'effectivement, l'Iran ne va pas faire passer cette guerre, cette agression envers la population, envers surtout les leaders, envers toute sa famille qui a été décimée, décapitée le premier jour. Donc c'est un message quand même qui porte vraiment une détermination. C'est ce que je retiens. Très bien. Giuseppe, je viens vers vous pour peut-être une dernière question concernant le discours de Mujtaba Khamenei. Par ailleurs, Mujtaba Khamenei a aussi affirmé, je cite, « Nous avons déjoué des tentatives de division du pays », fin de citation. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration de Mujtaba Khamenei? S'agit-il des scènes de liesse qu'on a vues chez une certaine diaspora iranienne qui est pro-américaine et pro-israélienne, ou plutôt s'agit-il d'autre chose? Oui, clairement, c'est très important. Il a dit qu'ils ont failli, les États-Unis et l'entité sioniste, de fragmenter le pays. Ça veut dire, d'un côté, les tentatives d'arriver à Téhéran, de Moudjahidine et Khalq et du fils du Shah, d'aménager un gouvernement alternatif à Téhéran, ça a complètement failli parce qu'il n'y a pas un soutien du peuple iranien. Et de l'autre côté, la fragmentation qui pouvait venir des minorités comme les Kurdes a été complètement évitée. Parce qu'en fait, il y a eu un moment dans lequel les États-Unis ont demandé aux Kurdes, surtout en Irak, de soutenir les Kurdes iraniennes et donc de former une coalition qui pourrait être comme la coalition internationale qui était en place en Syrie, dans le nord du pays. Mais les Kurdes irakiens ont refusé de participer à cette
coalition. Donc, ça veut dire que les Kurdes iraniens devraient continuer la bataille, la guérilla tout seuls. Et au moment, ça ne va pas arriver. Mais il faut toujours se souvenir que les Kurdes et les minorités en Iran ont toujours participé aux mouvements sociaux, les Arabes du Khouzestan, les Baloutchis du Sistan et Baloutchistan. Donc, il y a eu plusieurs possibilités de fragmenter l'État et de transformer cette guerre avec l'influence, l'ingérence, la participation d'acteurs étrangers. Mais dans ce moment-là, ça ne va pas se passer. Et ça continue d'une guerre ouverte avec l'influence de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, de la Turquie, de l'Azerbaïdjan. Parce qu'en fait, quand il parle des pays voisins, il y a plusieurs pays qui ont été impliqués dans cette guerre et ça va continuer comme ça. Parce qu'en fait, cette façon de gérer le chaos qui est arrivé après les attaques de l'entité sioniste des États-Unis de février 28, ça a prolongé le conflit et a permis au Pasdaran de démontrer que l'armée des États-Unis peut être battue dans le terrain et a empêché aussi de penser à la possibilité que des soldats américains vont aller en Iran. Donc ça veut dire que la guerre va continuer. Et là déjà, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser, parce qu'en fait, Trump, il y a quelques jours, avait dit que la guerre allait terminer très vite fait, mais en fait, il n'a obtenu aucun résultat par rapport aux dégâts qu'il a amenés en Iran. On parlait avant de l'école minable, mais il y a des hôpitaux qui ont été attaqués. Il y a le patrimoine culturel au Palace Golestan de Téhéran, à Isfahan, qui a été attaqué. Donc, il y a une guerre qui amène la destruction de l'Iran, mais sans la possibilité d'un changement politique et de régime qui est favorisé, qui peut favoriser l'entité sioniste. Et peut-être l'objectif de Tel Aviv était toujours la fin du régime iranien, mais ça ne va pas arriver parce qu'en fait, les Pasdaran et la guide, les figures religieuses ont démontré de contrôler le système dans une façon très forte, très importante, très significative. Est-ce que justement, Giuseppe, le fait que le nouveau guide suprême, Mujtaba Khamenei, soit proche de l'armée, soit proche des guides de la révolution, soit proche aussi et porte l'héritage de son père qui a été assassiné le premier jour de l'attaque contre l'Iran, rend cet objectif états-unien encore plus compliqué? Je rappelle que Trump voulu avoir la même mise sur le choix du futur guide, et même les puissances occidentales ont mis en avant le fils du dernier Shah d'Iran. Oui, en fait, ça a motivé beaucoup le soutien à la République islamique. Déjà, les politiciens réformistes, modérés, qui pourraient avoir un rôle dans l'Iran, ont été marginalisés, n'ont même pas participé à l'Assemblée des experts qui a nommé la Guide suprême, dans le sens qu'ils ont eu un rôle marginal. Et là, Trump, il avait le but d'avoir un leader en Iran qui pourrait être plutôt réformiste ou modéré. Et ça n'a pas arrivé à matérialiser l'objectif. De l'autre côté, la famille Khamenei a démontré une force personnelle, individuelle incroyable. On disait avant que toute la famille a été tuée comme des martyrs pendant le mois de Ramadan par les attaques de l'entité sioniste et des États-Unis. Mais ça veut dire qu'il y aura des millions d'Iraniens qui continueront à défendre la République islamique qui est plus fort d'avant. Donc, si on peut déjà voir un peu les conséquences de cette guerre, ont été de rendre plus fort, plus déterminé le soutien pour la République islamique. On sait très bien qu'avant des attaques, il y avait des critiques, il y avait des manifestations, donc il y avait un malaise. Et cette guerre-là a complètement effacé ce malaise. Et la majorité des Iraniens maintenant est contre la guerre, soutient la République islamique. Et de l'autre côté, l'appareil étatique va être très fort
contre ceux qui critiquent les leaders politiques. Déjà, Radan et la police à Téhéran ont dit qu'aucune manifestation n'est permise et tout va être fermé parce qu'en fait, là, il y a des jours très importants. D'un côté, l'affirmation de Mojtaba, s'il a la possibilité physique de parler au public et de se présenter au public, et de l'autre côté, les funérailles, la célébration du martyr d'Ali Khamenei qui attend encore depuis des jours. Donc, il y a des moments très importants dans l'histoire contemporaine iranienne qui doivent être vécus. Et de l'autre côté, il y a toujours l'unique problème, et c'est ça qui a dit Mojtaba, de l'unité à l'intérieur des élites politiques. Il faut, par exemple, se souvenir du leader de la milice Al-Quds, Ismail Khani. Il a été considéré comme un des figures qui pourrait être infiltré par l'entité sioniste. En général, il y a plusieurs accusations de l'entité sioniste qui a été infiltrée en Iran, et c'est pour ça qu'ils ont arrivé à tuer le leader de Hamas, Haniyeh, le leader de Hezbollah à Beyrouth, Hassan Nasrallah et Ali Khamenei. Donc, il faut voir si les divisions antérieures dans le système politique iranien vont se terminer et l'unité va gagner, et sans doute il y aura surtout le soutien du peuple iranien qui maintenant ne veut pas aucune influence étrangère. Très bien. Par ailleurs, Monsieur Hadef, on peut retenir de ces dernières 24 heures le Koweït, le Bahreïn, ainsi que Dubaï, ainsi que l'Arabie Saoudite ont été visés par des attaques, des missiles de drones. L'Arabie Saoudite a affirmé les avoir interceptés. Par ailleurs, l'Iran affirme qu'il n'y aura pas de négociation tant que les États-Unis n'acceptent pas de cesser les crimes, je cite, les crimes de guerre en Iran. Est-ce qu'on peut considérer que cette décision de l'Iran de refuser toute forme de négociation tant que les États-Unis poursuivent leurs attaques comme étant une recomposition finalement géopolitique ou une nouvelle étape dans la guerre? À mon avis, oui, les choses évoluent pas tout à fait comme on peut les lire de façon très superficielle, parce que les évolutions, on y voit tous les jours. C'est rapide. C'est tellement rapide, la volatilité, elle est vraiment le maître mot aujourd'hui dans cette guerre, dans ce conflit. Et lorsqu'on voit la position de l'Iran, surtout sa capacité aussi de continuer l'affrontement, on constate que ils ont vraiment beaucoup de choses à dire, et le dernier mot, à mon avis, sera celui de l'Iran, parce que beaucoup de puissances internationales essaient aujourd'hui d'ouvrir des voies de dialogue, mais les Iraniens insistent à ce que les choses soient rétablies dans l'ordre. Les attaques américaines et sionistes doivent cesser. Aussi, il y a eu une demande de réparation, carrément, tout ce qui a été détruit, et aussi une demande de réparation d'aller même en justice par rapport à ce qui a été commis comme crime, considéré comme crime contre l'humanité. Le bombardement de l'école des filles, c'était vraiment, d'ailleurs même le dernier rapport des renseignements américains confirme que ça a été une frappe américaine par erreur, dit-on, mais à mon avis, toujours c'est le cas. Donc, c'est des événements qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Et l'Iran, vraiment, est dans son droit. C'est ça, parce que il faut toujours revenir au droit international, aux règles qui régissent ce droit international. Je pense qu'à ce stade-là, l'Iran toujours est dans son droit. Vis-à-vis des pays de la région, il faut maintenant aussi garder le dialogue, parce que c'est le voisinage. Ils vont pas déménager du jour au lendemain, et ça, l'Iran le comprend bien. C'est pour cela.
Quand l'Arabie saoudite intercepte des missiles aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que c'est une implication indirecte dans la guerre ou c'est un réflexe naturel là Non, aussi de c'est un droit? acte de défense, je pense, parce que c'est des missiles qui rentrent dans l'espace aérien saoudien, donc c'est tout à fait normal. Et aussi par peur des dégâts qui peuvent occasionner ces frappes et ces missiles. Mais je pense que l'Iran, elle est tout le temps, elle essaye de garder ce dialogue avec ses voisins. D'ailleurs, il ne passe pas une journée que le ministre des Affaires étrangères iranien appelle un des homologues de la région pour essayer d'expliquer. Et même le président iranien se prononce pratiquement chaque jour, si c'est chaque 2 jours, pour essayer de garder ce contact avec les pays du Golfe. Effectivement, les autorités iraniennes n'ont jamais cessé de lancer des messages vers les capitales des pays voisins et vers les politiques du pays voisin. Ce qui me ramène à ma prochaine question. Je rebondis directement sur ce que vous venez de dire, Monsieur Hadef. Giuseppe, à la lumière de ce que vient de nous expliquer Monsieur Hadef, quel rôle aujourd'hui jouent finalement les pays du Golfe dans ce conflit? Sont-ils des acteurs ou est-ce qu'ils sont des acteurs directs, des acteurs indirects, ou ils sont beaucoup plus dans un rôle stratégique à long terme? Oui, très important ça, parce qu'en fait, le trajet politique de l'Iran est de démontrer que l'Arabie saoudite, Abu Dhabi, Dubaï, les Émirats arabes unis, le Qatar, tous les pays du Golfe, Bahreïn, ont été attaqués, mais ils n'ont pas été attaqués, les bases américaines qui sont présentes dans ces pays-là doivent changer la politique étrangère par rapport au conflit entre l'entité sioniste et la Palestine. Parce qu'en fait, tout le dossier de la normalisation des relations politiques et diplomatiques entre l'entité sioniste et ces pays doit être mis en discussion et peut-être supéré. Parce qu'en fait, c'est le problème. Le problème, c'est le rapport, la relation qui s'amène entre ces pays-là et les États-Unis et les dégâts que ça génère au niveau régional. Par exemple, si on veut prendre un exemple très clair dans ce point-là, est la Turquie. Il y a eu 2 fois des attaques qui ont été gérées par l'OTAN qui avaient comme cible la Turquie. Et en fait, la Turquie est un pays très intéressant parce que d'un côté, le président Erdogan a toujours critiqué l'entité sioniste et les génocides à Gaza, mais de l'autre côté, a toujours eu des bonnes relations économiques et financières avec Israël. Donc c'est ça que l'Iran met en cause. Met en cause cette façon de gérer la politique par rapport à ces pays du Golfe qui ne considèrent pas l'aspiration à l'autodétermination et la liberté des Palestiniens et les peuples saoudiens, des Émirats, des pays qu'on a nommés. Ils sont beaucoup plus, supportent beaucoup plus la cause palestinienne des leaders politiques qu'ils ont dans ces pays-là. Et donc l'Iran va stresser, va considérer ça comme un des points les plus importants. Il ne faut pas oublier que l'Iran est considéré comme un des pays de la résistance avec le mouvement chiite libanais Hezbollah. Et on sait très bien que la guerre continue au Liban aussi avec les Houthis qui sont les groupes chiites du nord du Yémen et aussi avec d'autres groupes comme Hamas et la djihad islamique. Donc, ça veut dire que l'Iran va considérer la question de l'entité sioniste. Et en fait, si on veut analyser les discours d'Ali Khamenei et du guide suprême, il a toujours parlé dans toute sa vie et dans les 37 années dans lesquelles il était au pouvoir de ça. De la menace qui arrivait par l'entité sioniste. Donc, tous les pays du Golfe doivent considérer cette menace et pas avoir de bonnes relations avec Israël. Très bien, Giuseppe. Très bien, très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire.
Madame, Monsieur, bienvenue sur ce fil rouge consacré à la situation en Moyen-Orient qui, vous le savez, depuis 13 jours, la situation reste extrêmement volatile suite à l'attaque américano-sioniste contre l'Iran, entraînant presque toute la région dans un embrasement total. Monsieur Abderrahmane, on va s'intéresser à un autre front qui a été ouvert depuis le début de cette agression contre l'Iran. Je parle bien évidemment du Liban. La situation au Liban inquiète énormément la communauté internationale qui en parle actuellement de plus de 600 martyrs depuis le début de cette dernière offensive sioniste qui, je rappelle, a fait aussi une incursion terrestre au Liban. Beyrouth, la capitale Beyrouth, selon les habitants et les derniers témoignages, il n'y a plus aucun endroit sécurisé pour les populations. Les déplacés aussi sont nombreux. Quel est l'objectif de l'entité sioniste aujourd'hui au Liban ? Je pense qu'ils sont en train d'en profiter de cette guerre pour essayer de prendre une grande partie du sud de Liban et d'en faire un territoire occupé carrément, c'est comme le cas de Gaza. Revenir à avant 2005. Oh, tout à fait. Là, je pense que l'entité sioniste est en train d'en profiter de cette guerre pour essayer déjà de faire évacuer la population, mais surtout prendre possession de toute la région sud du Liban. Il faut être très très vigilant à cet aspect-là parce que souvent on est concentré sur le front iranien, mais à mon avis ça évolue très très vite et ça évolue de façon vraiment dangereuse par rapport au Liban. Donc à mon avis que la communauté internationale, toutes les forces actives doivent regarder cet aspect-là parce que l'entité sioniste ne va pas faire passer cette occasion pour prendre possession du sud du Liban. Très bien, Giuseppe, je viens vers vous avec la même question. Quel est aujourd'hui l'objectif de l'entité sioniste et surtout, quelle est votre réaction suite à ce que vient de nous dire M. Bouhadef, qui estime qu'aujourd'hui l'objectif de l'entité sioniste est d'occuper le sud Liban ou carrément le Liban? Tout à fait, je suis complètement d'accord. Je parlais avec des camarades au Liban qui me parlaient de ça, de la guerre, et en fait, ils parlaient de nettoyage ethnique. Et donc, le nettoyage ethnique qui se passe à Gaza, maintenant, se passe au Liban. Peut-être un nettoyage ethnique un peu plus éduqué, en fait, parce qu'il y a des mesures d'évacuation et tout ça. Mais le résultat est pareil. Ils veulent se libérer de la communauté chiite dans le sud du pays. Ils veulent diviser le Liban parce qu'en fait, les communautés chrétiennes, maronites et sunnites considèrent le soutien qui vient par l'entité sioniste par les États-Unis comme important. Et en même temps, il y a toute façon régionale de gérer ça, parce qu'en fait, il y a eu des déclarations du président syrien Ahmed al-Shara qui disait que Hezbollah, le mouvement libanais, doit abandonner les armes. Ça va être très compliqué parce qu'en fait, Hezbollah va continuer à lutter, en fait, comme font tous les milices qui ont des relations, des rapports avec l'Iran, parce qu'il faut très bien se souvenir que l'Iran a réagi à la guerre d'un côté avec les attaques dans le pays du Golfe, comme on l'a dit avant, et aussi avec l'activation des réseaux chiites en Syrie, en Irak et dans les pays de la région. Et après, on peut parler aussi de l'Irak, parce qu'en fait, là, il y a une guerre complète aussi, surtout dans le nord. Donc, les chiites libanais ont été complètement marginalisés. Il y a le nombre, on ne le connaît pas, peut-être 1 million de personnes qui sont forcées à être des réfugiés dans ce cas-là, qui n'ont pas une maison où dormir. Et en fait, il y a pas mal de cas de discrimination aussi par rapport à la communauté chiite au Liban. Et ça va diviser un pays qui est déjà très fragile au niveau politique, au niveau des institutions, au niveau militaire. Et ça a été amené cette nettoyage ethnique d'un côté et crise humanitaire grave de l'autre, juste par les objectifs de guerre et de destruction d'Israël et des sionistes. Très bien. Giuseppe, quelle est aujourd'hui la capacité de défense de l'armée libanaise quand on sait toutes les pressions que subit le pays de la part des États-Unis et de l'entité sioniste?
En fait, la capacité militaire libanaise est très faible. Au point de vue militaire, on sait très bien que l'État est un État failli, un État qui a des problèmes structurels et l'armée aussi. Une armée qui n'a été pas clairement financée comme devrait dans le passé, qui a été maintenue faible, même si les autorités considèrent la nécessité de financement qui arrive surtout par les États-Unis, mais en fait, n'arrive pas à gérer le pays, l'ensemble du pays, surtout la Bekaa, les villes où il y a la communauté chiite, mais même aussi les autres côtés du pays. Il ne faut pas oublier que beaucoup de quartiers de Beyrouth ont été complètement détruits par les attaques israéliennes, surtout les quartiers de Haret Reik, les quartiers chiites. Et ça veut dire qu'il n'y a pas un contrôle complet du territoire par rapport à l'armée, et ça veut dire que le Liban, ça va être un État de plus en plus en émergence, pays où est très compliqué de vivre et de gérer la vie quotidienne, avec des problèmes économiques insupportables et tout ça. Très bien. Monsieur Haddef, aujourd'hui, on a vu l'ONU s'inquiéter très sérieusement de la situation au Liban et appeler à une aide humanitaire d'urgence. Quels sont les mécanismes? Quand on voit que le droit international aujourd'hui est bafoué de partout, de quoi dispose l'ONU finalement? Écoutez, je pense qu'elle n'a pas du tout de marge de manœuvre. Quand on voit que même les raids sionistes touchent la mission onusienne, d'ailleurs, ouais, bien évidemment, il y a eu même des morts dernièrement dans cette mission. Donc l'ONU, vraiment, elle est comme l'armée libanaise dans une situation quand même où elle n'a pas trop les marges de manœuvre. Peut-être s'il y a des pressions des pays occidentaux par exemple, la France, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à une pression réelle de la France? Justement, c'est ce que essaie de jouer la France et Emmanuel Macron. A-t-il les moyens? Mais à mon avis, l'entité sioniste n'est pas du tout à l'écoute de ces demandes, parce que c'est un projet qui a été, à mon avis, bien orchestré, bien planifié. C'est en même temps frapper l'Iran, mais aussi en profiter du sud de Liban et essayer de même d'occuper le terrain. C'est ça le problème aujourd'hui. L'entité sioniste est dans une entreprise d'occupation au Liban. Ce n'est pas seulement les frappes aériennes, mais à mon avis, ça va être la même chose qui s'est fait à Gaza avec le retour de l'entité sioniste après qu'elle a dégagé les lieux. Elle est revenue à Gaza. C'est la même chose qui se passe au Liban, sans oublier aussi la Cisjordanie, qui aussi dans le même cas de figure. Donc l'ONU ou les puissances occidentales, tant que les États-Unis n'ont pas donné le feu vert, ne peuvent pas réagir à ce stade-là. Très bien, vous faites bien de parler de la situation à Gaza qui reste préoccupante jusqu'à présent. Giuseppe, une dernière question peut-être concernant le Liban. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'assister, M. Haddef le dit, on est en train d'assister à une occupation, une tentative d'occupation du Liban. Est-ce qu'on peut peut-être craindre une balkanisation du territoire libanais et peut-être même d'autres pays de la région? Je fais référence à la Syrie avec le Golan. Ah, tout à fait. Et ça, c'est un peu le but de l'entité sioniste, de fragiliser, de diviser les États, de les rendre pas unitaires. Par exemple, en Syrie, avec les minorités, comme les Druzes, comme les chrétiens, les Kurdes, les Alaouites dans la côte syrienne, donc de les marginaliser ou de partager, diviser l'État syrien. Mais ça arrive au Liban aussi, on disait, avec le sud qui pourra être occupé. Donc, encore une fois, un État qui vient détruire, qui vient partager, diviser. Mais même en Iran, le but de l'entité sioniste est pareil. En fait, il y a la guerre, et après la guerre,
l'activation d'acteurs par procuration qui peuvent être activés dans la guerre pour partager, pour diviser les Kurdes dans le nord, les Arabes au Khouzestan et les Balouchis dans le sud-est du pays. Et encore, on pourrait continuer. Si on pense à l'Irak, c'est pareil. En fait, en Irak, il y a plusieurs guerres à ce moment-là. Il y a les attaques iraniennes contre les bases des États-Unis. Il y a les attaques iraniennes contre les Kurdes qui peuvent être activés dans la région, dans le pays. Il y a en même temps les attaques contre les autres bases, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une base italienne qui a été attaquée. Et donc, ça veut dire que l'Irak est un autre pays qui est déjà en guerre. Donc, la guerre va être de plus en plus présente dans toute la région. Et cette stratégie du chaos va amener, continuer à amener une guerre qui va jamais s'arrêter si quelqu'un n'arrive pas à parler de ce cessez-le-feu. Et les pays européens ont fait rien, ils font complètement rien pour fermer la guerre. Juste l'Espagne, si on veut nommer un pays qui a fait quelque chose, Sanchez a parlé d'éviter d'entrer dans la guerre et tous les pays devraient suivre l'exemple de Sanchez. Très bien. Giuseppe, il y a une autre guerre dont on ne parle très peu ou presque pas en ce moment, c'est la guerre qui est entre l'Afghanistan et le Pakistan. Quelle influence peut avoir cette guerre ou quelles conséquences peuvent avoir les deux conflits l'un sur l'autre ? Oui, en fait, déjà, quand on disait que la guerre est un peu partout dans la région, on peut dire que ça est arrivé juste les jours avant que l'attaque de février 28 a été déclenchée par Israël et les États-Unis. Et en fait, ça veut dire aussi des attaques qui ne sont pas juste à la frontière des deux pays, parce que normalement, les deux pays ont toujours eu des confrontations, surtout à la frontière. Maintenant, il y a des attaques à l'intérieur des pays, et ça veut dire qu'il y a l'autre guerre qui peut déterminer le chaos dans la région et augmenter les dégâts et augmenter les tensions politiques. On sait très bien que l'Afghanistan est un exemple très fort de tous les fautes des États-Unis dans la région. Il y avait les talibans, il y a eu 20 ans de guerre, il y a les talibans de nouveau. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé en Iran avec Khamenei, ils ont attaqué, il y a encore Khamenei. Ça veut dire que les États-Unis n'ont pas du tout la possibilité d'avoir une politique étrangère qui peut amener la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Très bien, Giuseppe. Je viens vers vous, Monsieur Hedef. Il y a eu une déclaration très intéressante aujourd'hui de l'Agence internationale énergétique. Quand elle dit que nous sommes dans une situation critique, elle tire la sonnette d'alarme. Et est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, on craint une utilisation géopolitique de l'énergie dans le cadre de ces conflits ou des autres conflits à venir finalement ? Écoutez, on le craint plus, on y est dedans. Hein. Aujourd'hui, la géopolitique de l'énergie est vraiment une des composantes de cette confrontation. D'ailleurs, l'AIEA aussi hier, elle a annoncé l'autorisation au recours des stocks stratégiques à hauteur de 400 millions de barils. Et ça dénote aussi la gravité de la situation, parce que c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint par le passé, que ce soit à la première guerre de Golfe en 91, ou bien avec les ouragans Katrina en 2005, je pense, et en 2022 où il y a eu 2 fois le recours au stock stratégique, mais jamais on a atteint ce niveau de 400 millions de barils qui vont être déstockés pour l'usage des pays membres de l'AIEA, qui sont une trentaine de pays, quoi, je pense. Et à ce stade-là, à mon avis, là, nous sommes vraiment, après pratiquement 2 semaines de conflit, de guerre, dans un choc d'offres en termes d'approvisionnement des marchés. Et là, quand on parle d'un choc d'offres, c'est vraiment quelque chose qui commence à inquiéter déjà les marchés. On a vu un peu la réaction des marchés après la déclaration. Il y a eu une baisse, mais c'était vraiment très très bref, parce que tout le monde a compris que le message de Trump, c'était justement destiné au marché, mais pas une volonté d'arrêter la guerre. Et là, donc,
tout de suite, on a constaté une reprise des prix. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont aux alentours de $100. Et de même qu'aujourd'hui, on est dans une anticipation. Donc, et ça, c'est un risque vraiment important pour l'économie mondiale. C'est tous les marchés qui sont en train d'anticiper, anticipation sur l'inflation, anticipation sur le manque d'approvisionnement, anticipation sur une possible récession. Et ces anticipations vont exacerber la situation et vont même dégrader la situation économique. Et à mon avis, l'AEA ne fait que traduire cette inquiétude par sa déclaration, mais on va aussi aller vers d'autres déclarations d'ici demain, après-demain, pour un peu essayer de pousser l'administration, parce que les clés sont chez Trump, pousser l'administration américaine à envisager aujourd'hui une sortie. Les Américains, je pense qu'ils sont dans cette intention, parce que déjà, il y a la pression qui est exercée par l'intérieur. Le principal baromètre aux États-Unis, c'est le prix à la pompe des carburants qui ont augmenté de façon extrêmement importante ces derniers jours. Et là, les Américains vraiment ne tolèrent pas du tout ça. C'est des gens qui voyagent trop, qui utilisent trop leur bagnole de grande cylindrie, et donc ça va toucher directement la poche des Américains, et ça va amener une pression supplémentaire sur l'administration Trump. Très bien. Giuseppe, on sait aujourd'hui qu'il y a eu des négociations entre Américains et Russes dans le cadre du conflit en Ukraine. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il risque d'y avoir un mélange, enfin pas un mélange, une imbrication des deux dossiers, le dossier du Moyen-Orient et le dossier de l'Ukraine lors des négociations entre Américains et Russes? Oui, c'est impossible. En fait, Trump a toujours eu comme objectif d'arriver à mener une négociation entre Russie et Ukraine. Il n'a jamais réussi. Et en fait, c'est possible que Poutine a parlé avec lui il y a quelques jours par téléphone et a parlé aussi de la guerre en Iran. Et c'est possible que la Russie peut garantir une façon de sortir de cette guerre. Il faut toujours se souvenir que les Iraniens ont donné à la Russie les drones Shahed qui ont été utilisés en Ukraine. Donc, il y a des liens très forts au niveau militaire et au niveau politique. Même si la Russie n'est pas entrée directement dans la guerre, comme la Chine, qui en fait a parlé très fortement du fait que le marché pétrolier ne doit pas être arrêté, surtout à Hormuz. Donc, il y a un rôle joué par les Chinois. Mais en même temps, la guerre n'est pas encore terminée. Donc, il faut voir si les médiations qui arrivent de Moscou et de Beijing auront des conséquences positives pour terminer la guerre. À ce moment-là, il n'y a pas d'évidence que ça va arriver. C'est possible que dans ce cas-là, alors il y a des probabilités que le dossier qui va être considéré sera la guerre en Ukraine, qui pourrait être le prochain conflit qui doit terminer. Très bien, M. Bouhadef. Dernière question brièvement. On a vu l'Union européenne sanctionner l'Iran. Quel commentaire faites-vous en 30 secondes? Je pense que, sincèrement, l'arme des sanctions, ça devient aberrant. Là, vraiment, à ce stade, au lieu d'aller vers la médiation, essayer d'ouvrir des voies de dialogue, on continue à sanctionner l'agressé, si on peut dire. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Très bien, merci Abdelrahman Hadef. Je rappelle que vous êtes expert en économie et en géoéconomie. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, M. Hadef. Merci. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de Giuseppe Acunzia, spécialiste en Afrique du Nord et Moyen-Orient, également journaliste. Merci Giuseppe. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Retrouvez tout de suite Asma Laïd pour le journal de la rédaction et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite des programmes.